Bienvenue dans notre émission Le Monde tel qu'il est. C'est Vincent Le Guen qui a le plaisir de vous présenter cette émission chaque semaine sur votre radio préférée, Radio Théolis. Je rappelle une nouvelle fois que nous nous consacrons donc dans cette émission à analyser, évoquer toutes les problématiques de géopolitique que l'actualité peut nous faire rencontrer, ou même l'histoire tout simplement. L'idée étant de décrypter l'actualité internationale, et pas forcément sous l'aune de l'opinion, mais plus de l'analyse. Voilà. Une fois cette pré-introduction faite, aujourd'hui, je le mentionnais déjà les précédentes fois, actuellement la géopolitique se concentre sur le personnage haut en couleur qui est Donald Trump et de tout ce qu'il a pu déjà faire ou défaire depuis son arrivée. Et ma foi, c'est devenu une analyse incontournable, j'allais dire, même sur un aspect géopolitique. On ne va pas se positionner en tant qu'Américains, que nous ne sommes pas, et de l'effet que peut avoir Donald Trump sur les problématiques internes aux États-Unis, mais bien plus sur les effets externes, donc sur le reste du monde, de sa politique. Alors aujourd'hui, la raison un peu punchline de cette émission, c'est aussi qu'au moment où je vous parle, en fait, on est dans les jours qui fêtons, ou au sens figuré du terme, les 100 premiers jours du second mandat de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et donc, et beaucoup de médias, bien sûr, profitent de cette pseudo-anniversaire pour faire déjà un premier bilan de son action ou de son non-action, de ses non-actions. On va voir ça, évidemment. Alors, Donald Trump, on le suit tous, hein, c'est une personnalité qui, en tout cas, entretient un intérêt médiatique très très fort, bien au-delà de son propre pays, peut-être même plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Les Américains étant de longue date peu passionnés de politique, ils attendent de leurs politiciens des actes concrets beaucoup plus sur la politique interne que sur la politique extérieure. Donc l'effet que peut avoir par exemple sa politique tarifaire sur le reste du monde, ça intéresse relativement moyennement l'Américain moyen. Il lui est beaucoup plus intéressé par l'effet sur sa propre économie, évidemment au quotidien avec l'effet de l'inflation, ou également sur sa retraite, puisque aux États-Unis, tous les Américains ont des retraites uniquement sur fonds de pension, ou quasiment uniquement sur fonds de pension, et donc avec une corrélation, une influence très très forte des marchés. Lorsque les marchés sont très faibles ou en chute libre, ma foi, les retraites se diminuent mais mécaniquement, et ça déplaît fortement aux Américains. Bref, ça, c'était un petit commentaire. Donc, on a compris, très offensif sur le protectionnisme. J'allais dire qu'il y a une notion américaine depuis de très longue date. Peut-être pas depuis la conception des États-Unis, c'est devenu consubstantiel aux États-Unis. Mais là, évidemment, avec des offensives très très fortes. Il a eu fortement recours au décret, qui est la méthode utilisée par les présidents américains pour actionner des politiques. Il a eu une politique migratoire fortement musclée également, et puis il a suivi une stratégie du chaos, j'allais dire peut-être par nature plus que par stratégie, ou que par stratégie, par calcul. Et voilà, c'est ce qu'on peut retenir de ce début de présidence, et donc on va essayer d'analyser un petit peu tous ces angles-là. Le premier angle, c'est de dire qu'on a un président, c'est pas une surprise quand on le connaît, hein, déjà depuis un moment, depuis sa première présidence, qui est en campagne permanente. Il a donc célébré ses 100 jours à la Maison-Blanche lors d'un meeting dans le Michigan ces derniers jours, devant ses plus fidèles partisans. Il adore parler devant des partisans qui l'acclament plutôt que devant des journalistes qui le contestent. Il n'a évidemment pas fait un discours solennel qui se
qui l'intéresse, enfin qui n'est pas dans ses points forts, clairement, et dans ses habitudes. Et il a préféré retrouver le ton de ses rassemblements de campagne électorale en multipliant les attaques contre ses adversaires, contre les médias, contre les juges, et même contre certains alliés occidentaux. C'est une de ses grandes nouveautés depuis son retour à la présidence. Et d'ailleurs, pour situer un petit peu l'ambiance, il s'est autoproclamé, donc pendant ce discours, auteur des 100 premiers jours les plus réussis de toute l'histoire. N'est jamais mieux servi que par soi-même, ça c'est très très valable pour Donald Trump. Et d'ailleurs, il a ajouté, tout en promettant que vous n'avez encore rien vu. C'est tout dire si sa confiance est totale. Et on peut compter sur lui pour ne pas perdre de confiance ou se déprimer. En fait, ce show politique masque une inquiétude quand même croissante dans la population à travers le monde, comme je l'ai suggéré en introduction, tant sur le plan économique d'ailleurs que sur le plan politique. Les sondages américains montrent une forte baisse de sa cote de confiance, avec, selon certaines enquêtes, elles n'ont pas toutes les mêmes résultats, mais si on prend celle du Washington Post et d'ABC News, 39% d'opinion favorable, les autres le situent autour de 40-41, ce qui fait un des pires scores pour les 100 premiers jours parmi les derniers présidents américains. Ceci étant dit, comme il n'avait pas non plus tenu des scores faramineux pendant l'élection, c'est autour de 50, j'ai des débats sur le sujet, mais donc perte de 10 points en 100 jours, ma foi, j'ai plutôt dans les purs, on va dire. Il faut aussi mesurer le propos. Il y a beaucoup... Et bon, Donald Trump, on le sait, il focalise beaucoup la critique. Il énerve beaucoup de monde, mais il faut essayer d'analyser quand même avec le maximum d'objectivité. 39% d'opinion favorable, c'est clairement une sous-performance par rapport à ses prédécesseurs, mais par rapport à lui-même et par rapport à la violence de sa politique, de ses propos, ma foi, c'est pas non plus une catastrophe. C'est pas encore catastrophique. Ça peut le devenir, mais c'est pas encore le cas. Ceci dit, donc... et c'est un point permanent. Trump arrive toujours à galvaniser son électorat en dénonçant le système, les démocrates tricheurs, etc., et en promettant de sauver le pays. Mais Make America Great Again, c'est son mantra depuis déjà longtemps. Et donc, il promet de sauver le pays face à l'immigration et à l'idéologie woke. C'est ces deux aspects qui lui ont permis quand même de gagner l'élection, il faut le rappeler. Donc, deuxième point à aborder, c'est cette stratégie du chaos et le recours record au nombre de décrets qu'il a pu publier. C'est d'ailleurs, ça se résume au recours massif au pouvoir exécutif versus le pouvoir législatif du Congrès et du Sénat aux États-Unis. Il a signé 142 décrets présidentiels en 100 jours, plus de 1 par jour, 1,4 si on fait le calcul simple, soit plus que n'importe quel autre président américain à ce stade, explosant le précédent record de Roosevelt, par exemple, Theodore Roosevelt, de mémoire. Alors, ce choix de recourir au décret plutôt que de passer par le législatif, il n'est pas dû à une opposition au Congrès, puisque les républicains contrôlent la présidence, donc avec Trump, mais également le Sénat et la Chambre, même si c'est des majorités très courtes. En fait, il s'agit plutôt d'une stratégie délibérée pour tester la théorie de l'exécutif unitaire, je cite, qui veut que le président ait un contrôle quasi absolu sur le gouvernement fédéral. Beaucoup de ces décrets, d'ailleurs, visent à démanteler l'héritage de Joe Biden, à attaquer ses adversaires politiques, en particulier ceux qui l'ont attaqué à partir de 2020 et sa défaite. Et donc également, ces décrets ont visé à expulser massivement les migrants et à réduire la bureaucratie fédérale, souvent avec l'appui d'Elon Musk, qu'il a nommé à son poste, même si
ma foi, par les temps qui courent, on parle moins d'Elon Musk, on parle même de son retrait du gouvernement, suite aux déconvenues épouvantables qu'il connaît avec son entreprise Tesla. Mais cette avalanche de mesures exécutives a également déclenché une vague de recours en justice en réponse, avec 210 plaintes déposées contre l'administration Trump en 100 jours, selon la NIU School of Law, école de droit new-yorkaise. Beaucoup de ces décisions pourraient être d'ailleurs annulées par les tribunaux. Toutefois, la Maison-Blanche, elle espère obtenir des jugements favorables, en particulier à la Cour suprême, où la majorité des juges, on le sait, sont conservateurs, mais pas forcément suivistes de tout ce que peut dire M. Trump. Et l'idée de tout ça, c'est d'élargir durablement le pouvoir présidentiel. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la stratégie du chaos, et puis donc l'émission massive de décrets et la méthode qui renforce l'exécutif. Le troisième aspect de ces 100 jours, c'est bien sûr le protectionnisme et les incertitudes économiques que cela entraîne, qu'ont entraîné ces mesures protectionnistes. Donald Trump a relancé la guerre commerciale qui existait déjà. Il ne faut pas non plus penser que les prédécesseurs de Trump, en particulier Biden, même s'il faisait beaucoup moins de bruit, et pas que Biden, bien avant, il y a toujours eu une tendance au protectionnisme parmi les politiciens américains. Donc Trump, lui, il l'a relancé de façon très musclée, et en multipliant les droits de douane, on en a déjà parlé dans cette émission, et tout le monde est au courant, notamment contre la Chine, au nom d'un retour à l'âge d'or industriel américain, et donc dans le but de favoriser la réindustrialisation américaine. Il promet que ces mesures sont bonnes pour l'économie, évidemment, mais il n'est pas forcément suivi, en particulier par les marchés qui sont très inquiets, et par la population américaine qui craint beaucoup une inflation, voire une récession ou une stagflation, si on veut être un peu plus expert en économie. Devant la grogne des constructeurs automobiles, il a déjà dû reculer sur certains tarifs douaniers, signant un décret pour alléger les taxes sur les pièces importées utilisées dans les usines américaines. Donc, il a déjà reculé sur un certain nombre de points sur les tarifs, ne serait-ce que déjà en reportant ces décrets, en particulier pour tous les pays hors la Chine. Il a compris aussi que d'imposer des tarifs dans une économie mondialisée, ou par exemple pour la constitution d'une voiture, pour parler de l'industrie automobile, on voit que des pièces, ma foi, sont produites à l'étranger, importées aux États-Unis, réexportées, réimportées, etc., que c'est donc extrêmement complexe, et que ces mesures un peu basiques, ma foi, a été totalement inappropriée dans une économie très interconnectée, qui est l'économie mondialisée actuelle. Bref, Trump défend ce protectionnisme comme il l'a promis durant sa campagne, comme une promesse de campagne qu'il doit tenir, mais il y a beaucoup de scepticisme parmi les économistes, et ma foi, les alliés traditionnels des États-Unis s'inquiètent aussi de cette remise en cause des règles du commerce international. Car certes, il y aura des conséquences potentielles, on l'a évoqué avec l'inflation et la stagflation aux États-Unis, mais il y en a aussi évidemment dans les pays qui commercent avec les Américains. Le quatrième point concerne l'immigration et la politique intérieure. Donc là, on a compris que Trump aussi menait une ligne très dure. Il a revendiqué des opérations d'expulsion massive, qualifiant les migrants de monstres, et encore, ça n'est qu'un mot parmi d'autres. Et il a mis en scène aussi leur arrestation dans des vidéos diffusées lors de ses meetings. Il a signé le Laken-Riley Act, la seule loi majeure de ces 100 premiers jours, qui durcit les conditions d'expulsion des immigrés en situation irrégulière. Pour Trump, donc, l'expulsion des envahisseurs n'est pas seulement une promesse de campagne, c'est un devoir solennel, je cite ses propos.
Ceci étant dit, cette politique divise profondément le pays, pas nécessairement le fait que les Américains soient contre ce type de politique, puisque c'est logique, puisqu'ils ont voté pour lui sur la base des promesses, et c'était dans ses promesses de campagne, ma foi, mais 64% des Américains jugent quand même que Trump va trop loin dans sa volonté d'étendre les pouvoirs présidentiels aussi sur ce sujet-là. Et de leur côté, les démocrates, l'opposition, même si elle est très très silencieuse et peu active, ma foi, les démocrates dénoncent une présidence autoritaire, mais leur discrédit suite à la défaite, suite à la défaite de Kamala Harris, limite quand même beaucoup leur capacité à mobiliser l'opinion, il faut bien le dire. Et ça, c'est un point important interne à la politique américaine, c'est la faiblesse des démocrates depuis qu'ils ont subi cette défaite, le fait qu'il n'y ait pas de nouveaux leaders démocrates qui surgissent. Ma foi, ça laisse la route libre à Donald Trump, et surtout, ça lui évite d'avoir une opposition qui pourrait le recadrer quand même sur un certain nombre d'aspects. Le 5e point concerne les relations internationales. Ça, c'est un point important, puisque ça nous intéresse au premier plan concernant notre émission Le Monde tel qu'il est. Sur la scène internationale, donc, Trump a multiplié les coups d'éclat. Là, on en parlait de la guerre commerciale et des effets du protectionnisme, d'un protectionnisme agressif pour les autres pays, la médiation affichée dans le conflit russo-ukrainien, pour lequel, on rappelle, il avait promis une solution grâce à ses grandes capacités en 24 heures. L'intervention au Moyen-Orient aussi, sur le conflit palestino-israélien. Et puis, pas le moindre des problèmes, ses propos provocateurs et très critiques sur l'OTAN, et du coup sur ses alliés européens, sur le Groenland, etc. On pourrait aussi parler, c'est un sujet ces derniers jours, du Canada, de ses propos réitérés en permanence de vouloir annexer le Canada et d'en faire devenir le 51e État des États-Unis, ce qui met très en colère la population canadienne, au point que, dans ces derniers jours, l'opinion s'est complètement retournée au Canada en matière politique, puisque là où les conservateurs canadiens devaient remporter l'élection, le fait que Trump menace les Canadiens a permis au parti de Justin Trudeau de gagner les élections contre toute attente. Voilà, c'est un effet complètement inverse de la politique de Trump en matière de relations internationales, et un de ses échecs, on va dire. De fait, si on veut résumer un peu cet aspect, la diplomatie imprévisible de Trump inquiète évidemment beaucoup les partenaires traditionnels des États-Unis. Et d'ailleurs, durant son intervention, donc qu'on a cité au début, il a revendiqué de diriger le pays et le monde, rien que cela, le roi du monde. Ceci étant dit, en réalité, son style brouille les repères et accentue beaucoup l'incertitude globale, évidemment. 6e et dernier point, dernier item de notre analyse des 100 premiers jours de Trump à la présidence, c'est le bilan législatif et puis, ma foi, les perspectives en la matière. Donc, malgré le contrôle du Congrès, Trump, où il a la majorité, les républicains ont la majorité, au moins jusqu'aux élections de mi-mandat, qu'on appelle les midterms, Trump n'a fait voter que 5 lois en 100 jours. On l'a dit tout à l'heure, il préfère les décrets versus, qui sont l'émanation de l'exécutif, versus le vote de lois législatives, Congrès et Sénat. Bref, il a fait voter que 5 lois en 100 jours, et c'est un record de faiblesse, à l'inverse, depuis Eisenhower, dans les années 50. La plupart de ces actions passent par des décrets, on l'a dit, dont la durabilité est fortement incertaine et peut être, contestée par les juges, par l'autorité judiciaire, dans le système américain. D'ailleurs, beaucoup de ces décrets pourraient être annulés par la justice ou par un futur président.
parce qu'on rappelle, ma foi, il n'est là que pour 4 ans, normalement, évidemment. On en reparlera, puisqu'il ne l'a pas dit ouvertement, il faut le reconnaître, mais quelques-uns de ses partisans les plus fanatiques ont déjà évoqué le fait qu'il fasse un 3e mandat, ce qui est bien sûr interdit par la Constitution américaine, mais bon, rien ne les empêche, ces gens-là. Bref, sur ce bilan législatif, la polarisation du pays, bien sûr, s'accentue. L'économie reste quand même très fragile, l'économie interne, et la stratégie du chaos semble être le fil rouge de ce début de mandat, on l'aura compris. Et Trump promet que tout ira bien, ma foi, hein, ça doit rassurer tout le monde, ce genre de phrase. Mais il n'empêche que quand même, on l'a déjà dit, je crois, en introduction, la défiance de la population américaine grandit, et même chez certains de ses électeurs. Voilà. On sait qu'il y a des électeurs très pro-démocrates qui voteront toujours démocrates, des électeurs qui voteront toujours républicains, et puis il y a une grande marge de la population américaine qui hésite, et qui vote une fois à droite, une fois à gauche pendant l'élection. Donc pour l'instant, si on s'en tenait là, il est clair que Trump perdrait une élection, mais encore faut-il qu'il ait un candidat en face de lui, et ça n'est pas le cas. Voilà ce qu'on pouvait dire. En conclusion donc de cette émission sur les 100 jours de Trump, on voit qu'il a quand même imposé sa marque, celle d'un président en campagne permanente qui use du pouvoir exécutif à l'extrême avec ses décrets, en polarisant la société américaine et en bousculant l'ordre mondial. Rien que ça, en 100 jours, ça reste très chaotique. Ceci dit, ça n'est que les 100 premiers jours. Il va falloir... c'est toujours délicat d'être extrêmement actif au début, puis par la suite, on va attendre qu'il maintienne ce rythme, et ça va être difficile de tenir dans la durée. Et d'autant qu'elle va se heurter, cette politique, au contre-pouvoir institutionnel et à la lassitude de l'opinion et des opinions internationales. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ces 100 premiers jours. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère vous revoir dans les prochaines éditions du Monde tel qu'il est. C'était la 41e édition de notre émission. C'était Vincent Lequesne. Je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute de Radio Tolis. Bonne soirée, au revoir.